Bonjour à tous. Et non, ce n'est pas Élise, elle aussi a besoin de vacances. C'est donc moi qui aurai le plaisir de reprendre les rênes de la quotidienne pour les semaines à venir. Et nous ouvrons aujourd'hui notre quotidienne spéciale Île Loyauté. Alors au programme, un hommage à un grand footballeur de Lifou, je parle bien sûr de Pierre Wajoka. Nous verrons ça avec Jamie dans la chronique C'est Sport. Et puis ensuite, Marie-Hélène nous emmènera dans l'école de Ting et Ting, où une enseignante apprend à ses élèves comment distinguer réalité de la fiction à travers un projet de court-métrage. Et pour finir, Camille nous parlera des Hatfield, un couple de missionnaires arrivés aux îles à la fin du XVIIIe siècle. Mais pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors nous ouvrons cette semaine spéciale Île Loyauté avec pour invité Mej Wenewa, bonjour. Bonjour Chloé. Et donc nous ouvrons cette semaine avec vous comme je le disais, et ce n'est pas un hasard parce que vous êtes vous-même originaire des îles, alors d'où venez-vous exactement? Alors mon père est de Hapecha, dans le district de Gaïcha, et ma mère est de Nashaom. D'accord, à Lifou. À Lifou, D'accord. district nord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Alors mon parcours en fait c'est simple. C'est que je suis parti, j'avais 6 ans de Lifou, parce que pour des raisons professionnelles, mon père, il fallait qu'il se déplace sur Nouméa pour exercer son métier d'enseignant. Et donc voilà, toute la petite famille a suivi. Et après, donc voilà, une scolarité à Nouméa jusqu'à fin primaire. Et après, je suis parti en métropole. D'accord, et en métropole, vous êtes parti à l'âge de 14 ans, si j'ai bien compris. Voilà. À l'âge de 14 ans pour poursuivre vos études, en fait. Voilà, exactement. Donc j'ai atterri en Haute-Normandie. Et c'est là que pratiquement j'ai passé tout mon temps en métropole, quoi. Alors donc des études de quoi exactement? Alors j'ai commencé par on va dire que j'ai fait comme le petit oiseau, là j'ai changé de branche. J'ai commencé par une première branche scientifique avec un DUG SVT. Et après une licence d'histoire géo à l'université de Rouen. D'accord. Et après, suite à ça, j'ai passé mon diplôme d'instituteur. D'accord, donc pour devenir un enseignant spécialisé justement. Alors qu'est-ce que c'est? Pas encore enseignant spécialisé. Pas encore La spécialisation, c'est plus tard, c'est en 2012 que je l'ai obtenue. Ah d'accord. Ici en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Mais à l'époque, j'étais juste enseignant. Voilà. J'ai fait donc de tout le primaire, depuis la maternelle jusqu'en CM2. Donc votre diplôme d'enseignant en poche, vous décidez quand même de demander votre mutation pour revenir au pays? Oui, pour venir voir surtout et aider le papa et la maman qui, à l'époque, en 2007, commençaient à manifester leur souhait que je rentre, enfin. Après tant d'années. Voilà, que le cerf-volant revienne revienne sur Terre. D'accord. Donc c'est d'où le titre dans l'album Tabou, interprété par également Januet, en duo avec Januet, que je salue, voilà, qui s'appelait Cerf-volant, justement. D'accord, alors donc en 2007 justement, c'est l'année où le public vous découvre en fait, puisque c'est l'année où vous remportez donc le concours 9 semaines et un jour pour la Calédonie. Voilà, c'est un concours qui s'est, je dirais, conquis par concours de circonstances, heureuses pour moi. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2007, j'avais des petits brouillons de maquettes qu'on avait enregistrés à Saint-André-de-l'Eure avec quelqu'un qui s'appelle Pagou Baneot Enoka, qui est de Yingen, et qui est prof de musique d'ailleurs à Saint-André-de-l'Eure, et que nous saluons bien gentiment. Et donc voilà, je suis arrivé là et j'ai déposé les petites galettes un peu à droite à gauche. Et donc du coup, on m'a conseillé de passer le concours 9 semaines et un jour, chose que j'ai faite et voilà, je l'ai gagné. Et heureusement, puisque voilà, vous avez gagné, remporté donc ce concours et vous êtes le lauréat pour la Calédonie, donc vous partez ensuite à La Rochelle pour le concert au Francopholies. Et donc suite à ça, vous sortez 2 albums, donc un album en 2008 qui s'appelle Tabou dont on vient de parler, avec un duo en duo avec Januet, et puis en 2012 le deuxième album Cordes sensibles. Oui. Alors donc c'est un style, en fait, vous êtes originaire donc de la tribu de Hapecha. C'est pas par hasard, j'imagine, puisque en fait vous êtes originaire de cette tribu qui a vu naître quand même un grand nombre de musiciens, notamment le premier groupe de Lifou qui est Bessela, les Riss, ensuite il y a Idou aussi de par sa maman. Oui. Voilà, donc est-ce que ce sont des influences pour vous? Bien sûr, on a tous été influencés dans sa vie par tout ce que, enfin, dans sa ligne artistique. On a tous été influencés par, voilà, à quelle proportion, personne ne peut prétendre de savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ça a été dans mes fibres, on va dire. Alors donc c'est un style musical, comment est-ce que vous définiriez votre style musical?
Alors, c'est très difficile et c'est pour ça que c'est toujours difficile pour un disquaire, par exemple, de ranger quelque part mon album. Le premier ou le deuxième d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que on ne peut pas me ranger avec le reggae, parce que c'est pas que du reggae. On ne peut pas me ranger avec le zouk, parce que c'est pas que du zouk. Voilà, ou le flamenco, parce que c'est pas que ça. Donc voilà, c'est un exercice très difficile et je souhaite beaucoup de, de courage à celui qui voudrait me ranger, parce que justement, pour répondre à ta question, c'est que le style que j'ai, c'est éclectique, c'est de tout. J'aime bien, je suis un touche-à-tout, j'aime bien toucher à tout et créer. Voilà. À partir du moment où je crée plus, je m'embête. Mais d'ailleurs, c'est justement dans la catégorie variété, en fait, Variété, oui. que tu es lauréat 2 fois du concours des Flèches de la musique. Oui. Donc à chaque sortie d'album, en fait, donc en 2008 pour Tabou et Oui. en 2012 pour Cordes Sensibles. Voilà, en 2012. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le public qui m'a toujours soutenu, voilà, et ceux qui ont fait partie des équipes, parce que ces albums-là, en fait, c'est pas juste Mej qui a claqué du doigt et puis c'est sorti. Il y a toute une équipe derrière, Qui a à chaque travaillé fois pour la derrière. réalisation de ces 2 albums. Et je les salue, voilà, amicalement. D'accord. Alors donc tu as su justement allier tes 2 passions, donc enfin ta passion avec ton métier, donc l'enseignement et la musique. Oui. Donc grâce à ça, tu as pu mener avec tes élèves donc, des projets pédagogiques artistiques. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Alors les projets pédagogiques dans le domaine artistique, avec les enfants par exemple, c'est, pour citer celui-là, c'est le dernier que je viens de faire, c'est Moustique, une chanson qui parle de la lutte contre la dengue. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que tout simplement parce que les enfants m'ont demandé un jour, Maître Mej, comment ça se fait que tu sors de l'école et après, quand tu as franchi le portail, on ne te voit plus et on te revoit à la télé? Tu es un magicien. Et je leur ai dit, je vais vous montrer le chemin depuis l'école jusqu'à la diffusion, le chemin qu'on peut parcourir ensemble pour la sortie d'un titre. Donc on a écrit ensemble avec les maîtresses, que je salue aussi. Ça fait beaucoup de salutations, je sais, mais bon, je ne peux pas m'obliger. Donc maîtresse Aurore, maîtresse Agnès, Isabelle, Anne-Charlotte, etc. On a, maîtresse Aurélie aussi, on a travaillé tous sur la rédaction, donc des textes. Ensuite, j'ai fait la musique. Ça, par contre, je me suis débrouillé tout seul comme un grand. Ensuite, on a fait répéter les enfants à l'école. Et après, je les ai emmenés en studio. Et pour ne pas le citer, c'est des studios Montgrove, chez qui j'ai enregistré donc les 2 albums, que je ne saluerai pas parce que sinon ça ferait beaucoup de saluer. Bozo Alain. Après, donc ça a été diffusé sur les ondes. Et voilà, donc il devait y avoir un clip au bout, mais on n'a pas eu le temps de le faire. D'accord. Et donc en 2012, donc tu le disais tout à l'heure, tu as obtenu ton certificat d'aptitude pour pouvoir devenir enseignant spécialisé, c'est-à-dire travailler avec des élèves en situation de handicap. Oui, voilà, et des élèves en situation de handicap. En l'occurrence, moi j'enseignais dans une classe où on a des élèves qui ont des handicaps d'ordre cognitif, c'est-à-dire qui ont des difficultés, qui n'apprennent pas comme les autres. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai également réalisé un autre projet, puisque telle était ta question tout à l'heure, un projet pour lequel on a remporté le premier prix de l'appel à concours, de l'appel à projet de la ville de Nouméa 2013. Donc en l'occurrence, il s'agit d'un dessin animé, d'un film d'animation plutôt, que j'ai commencé avec les enfants de la classe de CLIS de 7 à 12 ans, en manipulant des choses aimantées et puis on filme au fur et à mesure, ça donne un film d'animation. Et là, il s'agissait d'animer le petit logo de l'APF, le petit bonhomme qu'on voit sur les panneaux en fauteuil roulant, pour dire que la place est réservée, etc., qu'il faut accorder une place aux handicapés, voilà, nuance. Et donc on a animé ça, ça dure 3 minutes et du coup on a emporté le premier prix de la ville de Nouméa. D'accord. Et normalement ça sera diffusé dans les maisons de quartier, peut-être au ciné aussi, et peut-être à la télé aussi. D'accord, très bien. Donc, à suivre. Voilà. Et puis, plus récemment, donc, un projet qui a vu le jour donc, en fin d'année dernière, le premier en fait, magazine local pour la jeunesse. Voilà, le magazine des Zazous du Caillou, Zazouille. Alors, c'est un magazine jeunesse. C'est un magazine donc, pour le grand public, mais aussi pour les scolaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce magazine? Alors, le magazine Zazouille, en fait, il est né d'une rencontre. Une rencontre avec une personne exceptionnelle qui s'appelle Amélie Rigolet.
voilà, et qui est la rédactrice en chef de ce magazine aussi. Donc quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'est-ce que pourrait faire d'intelligent un instit et une journaliste? Ben, tout simplement, la réponse s'imposait d'elle-même, c'est un magazine pour enfants. Donc il s'agit du magazine Zazouille, qui est là, avec comme mascotte une petite fille qui est métisse. On ne sait pas trop quel métissage, mais on sait qu'elle est métissée. Il y a un mélange du monde qui est fabuleux dans son regard. Accompagné d'une petite mascotte, là, oh, attends, un petit margouillat. Zach, c'est le margouillat qui l'accompagne à travers ses galères comme ses bonnes fortunes. Voilà. Et ce qui est important de souligner maintenant, c'est que c'est un magazine qui est accompagné. Surtout, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est aussi destiné aux scolaires d'un et cahier aux d'activité. enseignants. Oui, pardon, excuse-moi, oui. Donc, c'est destiné au grand public et également aux scolaires, puisque ici, on a un cahier d'activité qui a été conçu par des enseignants. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, ces deux supports ont été réalisés grâce à la collaboration de deux équipes. Une équipe de journalistes et une autre équipe d'enseignants. Voilà. Et donc avec le support idéal, puisqu'il se rattache également au programme officiel, en fait, au programme scolaire officiel. Oui. Donc ça peut être aussi un outil, en plus d'un média, ça peut être aussi un outil pour les enseignants et pour les élèves. Tout à fait, Chloé. En fait, on voulait qu'il soit vraiment conforme aux programmes qui ont été donc définis pour l'enseignement primaire. Et donc, pour ce premier numéro, il a été validé, relu par le DANC, M. Pralon. La direction de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie. Pardon, le directeur de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, voilà, c'est vraiment ce produit porte le label éducatif. En plus d'être un média, c'est un outil, comme on le disait. Il me semble que tu as un autre projet également en cours. Toujours autour des enfants et de la culture. Toujours en musique. En musique, toujours. Je suppose que tu veux parler du projet Bus. Oui. Alors, c'est un bus tout en folie qui partirait, puisque c'était encore un projet qui partirait encore. Oui. Ça pousse fou comme l'herbe, ça. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce bus, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ce bus, il va donc essayer de porter un message fort sur la mixité, le thème de la mixité. C'est-à-dire qu'on essaie de rompre les barrières et casser les murs, briser les murs, même jusqu'au niveau des ondes. C'est-à-dire que, imaginez par exemple un bus qui transporte une musique sur laquelle viendraient se poser des espérances représentées par des voix, des chorales d'enfants, etc., des artistes confirmés aussi, et relayés par des médias, des organes de diffusion qui ne se limiteraient plus à des canaux, mais qui partageraient le même canal. C'est ça la mixité. On partage la terre, on partage la musique, et on partage les ondes. Et on partage... C'est beau. Encore une fois, un message un message positif de mixité, donc sans tomber dans les clivages. Alors, on finit cette interview, cette entrevue. Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est en cohérence d'ailleurs. Justement, voilà, ça rejoint. Ça rejoint le thème du Zazouille numéro 1, parce que ça, c'était le numéro 0. Le numéro 1, il va paraître en février, et le thème, c'est sur la tolérance. Où est-ce qu'on le trouve, ce Alors, magazine? on le trouve partout, puisque c'est dans les principaux on peut s'y abonner points de aussi. distribution. Voilà, on peut s'y abonner, mais il n'y a pas de souci. Donc, c'est une équipe. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la notion d'équipe, parce que dedans, il y a des instituts, il y a des journalistes, et il y a des illustrateurs, il y a des correctrices aussi, confirmées, chevronnées. Voilà, j'aime bien cette travail. Depuis que je bosse dans l'enseignement, j'adore cette notion de travail en équipe, qui me semble vraiment la clé de voûte de plein de choses, de projets réussis. Et également, autre chose, un mot fort, c'est le terme de lien. Ça, Zazouille, ça mine de rien, ça a l'air de rien, ouais, c'est juste un magazine pour enfants. Mais n'empêche que ce magazine, il fait le lien entre les connaissances, il fait le lien entre l'instit, les enfants, il fait le lien également entre les outils qui ont été établis. Il y a des choses qui traînent dans les placards, qui ont été pondues par des institutions, etc. Et ça en fait le lien. Il fait le lien également entre les générations, puisqu'il y a dedans une rubrique qui s'intitule Interzaz, où les grands Zazous, les anciens Zazous qui ont maintenant 60, 80 ans, les vieux quoi, eh bien ils expliquent aux enfants comment ça se passait avant. Parce que ce petit lien-là qui existait,
on a l'impression qu'il s'effiloche, qu'il commence à devenir en pointillé, etc. Et il faut maintenir ces liens. Donc voilà, équipe et lien. D'accord, mais très bien. Merci beaucoup, Mej, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie LCTV et toi-même, charmante Chloé. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mej. Nous passons tout de suite à l'agenda du pays avec Davina. Salut Davina. Salut Chloé et bonjour à tous. Donc en cette semaine spéciale dédiée aux îles Loyauté, je te propose qu'on revienne sur les événements phares de nos amis loyaltiens. Et aujourd'hui, direction Marais, on commence avec la fête de l'avocat sur le site de la tribu de Netché. Donc ça se passera du 30 avril au 2 mai 2015. Donc ça, ce sont les dates qui ont été retenues et annoncées. Donc on sait que cette fête permet de valoriser le travail de nos amis agriculteurs et propose à travers l'accueil chez l'habitant de découvrir l'île de Néoné. Donc voilà, pour la petite histoire, il faut savoir que la fête de l'avocat a vu le jour, on va dire, dans les débuts des années 90, à l'initiative de quelques petits producteurs d'avocats qui avaient décidé de mettre à l'honneur ce fruit. D'accord. Donc voilà, et ça a tellement plu que l'année suivante, Nidosh Nestlé est venu les voir en leur disant, écoutez, je vous laisse le site de Netché, pour que vous puissiez organiser une fête digne de son nom. Donc voilà, et depuis, c'est un franc succès. Cette année, c'est la 22e édition. Donc tu vois, il faut savoir aussi que chaque année, les vergers de Marais rapportent quand même 30 à 40 tonnes de produits frais d'avocats. En effet, c'est énorme. C'est pas rien. D'ailleurs, pour écouler leur stock, ils ravitaillent un peu Nouméa avant la fête de l'avocat en elle-même. Et il faut savoir que d'avril jusqu'au mois de septembre, tu peux trouver de l'avocat sur Nouméa. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y aura au programme justement pendant ces 4 jours de fête ? Alors tu sais, le programme ne change pas vraiment. On sait que tous les vendredis à midi, par exemple, pour le moment de la fête de l'avocat, les mamans de Netché font un espèce de grand buffet, mais vraiment énorme, où tu pourras trouver tous les plats à base d'avocat. Je sais notamment qu'il y aura de la tarte à l'avocat, ou encore tu pourras trouver le fameux milkshake à base d'avocat fait par la femme du grand chef. Ah, ça doit être délicieux. À déguster, il paraît qu'elle met du miel de Marais dedans, c'est excellent, voilà, à découvrir, pourquoi pas. Et on sait aussi que la journée de samedi est consacrée aux nombreuses activités, notamment pour ceux qui aiment, il y a de la plongée qui est proposée sur les sites au large de Netché. Il y a aussi des balades en bateau, des mini-concours qui sont proposés. Pour moi. J'ai vu aussi, oui, pourquoi pas. Il y a différents concours, tu peux essayer. Pourquoi pas, tu représentes NCTV. Concours de pêche au gros. Pourquoi pas. Ensuite, il y a aussi des randonnées pédestres qui sont proposées là-bas, notamment une qui revient sur les traces de celui qu'ils appellent Papa John. Donc, c'est un des gardiens de la forêt. Donc, il y a une randonnée pour suivre un peu son histoire et écouter un peu les légendes racontées par les vieux. Et vous pourrez aussi visiter les ruches géantes. Enfin voilà, tout un programme pour découvrir l'île de Marais du 30 avril au 2 mai. Oui. D'accord, donc affaire à suivre. Il y a énormément de choses à voir apparemment. Alors on reviendra demain sur les îles Loyauté, mais pour le moment on va s'intéresser aux coupures de courant électrique qu'il y aura donc sur l'ensemble du territoire. Tout à fait, donc on commence sur la commune de Vaux, plus précisément donc sur la sortie nord du village de Vaux, les quartiers de la gendarmerie, de la boucherie, le grand marché, la zone artisanale, ainsi que le dock et l'atelier municipal et la résidence Chenu. Il y aura une coupure de courant donc le mardi 13 janvier sur ces zones de 8h30 à 15h30 pour l'entretien du réseau haute tension. On continue, il y en aura une autre sur la commune de La Foix, sur le centre du village, les quartiers de Naïna, Guazavost, le stade, le collège, le TP, Nili et Léo de Nili. Donc le jeudi 15 de 8h à midi pour l'entretien aussi du réseau haute tension. Et pour finir ce premier agenda de la semaine, un petit rappel. Oui, tout à fait, donc qui concerne la mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord qui informe pour la période qui va jusqu'au 1er février que les permanences en tribu et au village ne se font pas. Donc si vous avez besoin de consulter un conseiller, vous pourrez vous rendre auprès d'une des 6 antennes de la province Nord. Il faut savoir qu'il y en a une sur Pointe-Dimier, une autre à Canala, une à Koumak, une à Wailou, une à Koné et une à Ouégoua. Donc voilà, il y a de quoi faire. Ensuite, les permanences, elles reprendront à partir du 2 février et le calendrier des permanences vous sera communiqué ultérieurement. Très bien, merci Davina, à demain. Merci Chloé et au revoir tout le monde. Et on retrouve Jenny pour la chronique C'est Sport.
Bonjour Jamie, alors aujourd'hui on va parler d'un homme qui a encore une fois marqué la saison 2014. Voilà, bonjour Chloé, bonjour à tous. Donc la saison 2014 de football, il paraît que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et ce n'est pas encore aujourd'hui que le public calédonien passionné de football affirmera le contraire. Le doublé réalisé par l'AS Magenta durant la saison 2014 restera en partie l'œuvre de l'un des plus grands joueurs qu'ait connu la Super League, donc le football calédonien. Et là, je parle bien sûr de Pierre Wajoka, l'infatigable Wajoka, connu sous le nom de Wawes, comme tu le dis si bien en répétition, Chloé. Donc aujourd'hui, ce sport lui est consacré, l'homme qui peut renverser le cours d'un match, le numéro 10, qui a été dans certaines rencontres le sauveur. Et le Messi. Voilà, le Messi. Et vu qu'on est dans une semaine spéciale e-loyauté, et puis voilà, il fallait parler des sportifs, des sportifs connus de la région, enfin, je dirais des îles loyauté. Et puis Pierre Wajoka, c'est l'homme des îles qui est connu, on va dire ça comme ça. C'est l'homme c'est la référence du football. Voilà, on va dire que c'est l'homme de la situation, le Messi, ce que tu voudras, mais en tout cas, c'est un grand homme. Voilà. Alors Pierre Wajoka, ancien joueur de la sélection, qui cette année, on le rappelle, a effectué donc le doublé, coupe championnat avec l'AS Magenta, son club de cœur. Voilà, en effet, Chloé, son club de cœur, son club formateur. L'AS Magenta, c'est le club qu'il a révélé au public calédonien. L'an 2000, on se souvient tous de cette belle période avec une équipe de l'AS Magenta coachée par Albert Cessé Nagégé, qui nous a quittés depuis, avec des joueurs talentueux, une génération dorée composée de Sinedo, Nagégé, Wadjenges, David et Eric Ouka, ou encore Nicolas Ouka, et j'en passe. Wajoka et l'ASM avaient remporté entre 2000 et 2005 6 coupes de Calédonie. Et puis donc la 7e coupe qu'il a remportée, c'était l'année dernière, toujours avec l'AS Magenta. Et puis d'ailleurs, je vous propose de revenir sur cette finale et puis de voir ce magnifique triplé signé Wawes. La frappe, le très bel arrêt. C'est pas fini. Et le penalty. Et penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre. Après cette sur du score, Pierre Wajoka. Il frappe. Et le but 1-0. Ah, il était pas loin, Wetjen, de la sortir. L'ouverture du score ici pour l'AS Magenta sur penalty. Donc l'avantage dans cette rencontre, on disait, les joueurs. Pour l'instant, il l'a pas encore tenté. Là, c'est bien joué. C'est magistral. Le doublé. Magnifique dans la lucarne gauche. Quel mouvement, quel coup de moins bien physiquement. Là, encore une fois, tout seul au corps. Et là, volé. Le triplé de Pierre Wajoka. Il est éternel ce Pierre Wajoka. Il ne faut pas lui laisser un demi-millimètre d'espace parce que ça finit forcément dans les buts. Trois buts magnifiques, un grand joueur. Alors, est-ce qu'il a déjà eu la possibilité de devenir joueur professionnel, justement? Alors Chloé, plusieurs possibilités lui ont été proposées de devenir d'ailleurs, justement footballeur professionnel, notamment le club de Bastia qui actuellement est pensionnaire de Ligue 1. Au téléphone, je vais vous raconter un peu la petite histoire. L'entraîneur et le président de l'époque du club de Bastia lui avaient fait une offre à condition, donc plusieurs offres lui ont été proposées, qu'il vienne avec sa famille, qu'il arrive, qu'il soit avec une maison, tout le privilège, tout le luxe que peut avoir un footballeur professionnel.
à condition bien entendu qu'il paraffe un contrat avec quelques clauses, qu'il puisse trouver un petit terrain d'entente entre son club formateur et justement le club de Bastia. Donc voilà, il aurait pu devenir footballeur professionnel, surtout qu'à l'époque, en l'an 2000, là, on parlait tout à l'heure, où ils ont gagné 6 fois la Coupe de Calédonie. Il avait toutes les qualités physiques, techniques, et puis il avait surtout le potentiel pour devenir footballeur professionnel. Et puis justement pour intégrer cette formation bastiaise qui était à la recherche de milieu de terrain. Et comme Bastia et la Nouvelle-Calédonie, on va dire que c'est une grande histoire, une histoire d'amour, voilà, parce qu'il y a pas mal de joueurs calédoniens qui ont joué à Bastia, qui sont devenus footballeurs professionnels. Donc du coup, le club corse, à chaque fois qu'ils ont besoin de joueurs de milieu de terrain, ils ont leur petit contact, on va dire leur petit réseau ici. Et voilà, ils ont entendu parler de Pierre Wajoka, de ses performances. Ils ont même pris des petites vidéos de lui à l'époque avec ses fameuses passes décisives. Oui. C'était le numéro 10 et en tout cas, Bastia voulait à tout prix avoir Pierre Wajoka dans ses rangs. Donc voilà, il aurait pu devenir footballeur professionnel. Les deux parties ont réussi à trouver un petit terrain d'entente. Tout le monde était d'accord. Le président, l'entraîneur et notamment le concerné, Pierre Wajoka. Jusqu'au dernier moment où voilà, il y a toujours ce petit mais. Il voulait, mais voilà, pour des raisons professionnelles, plutôt des raisons personnelles, oui. voilà. On va dire qu'il a été obligé de refuser l'offre. Je ne dirais pas pour quelle raison, ça je garde pour moi. Mais voilà, il a été contraint de refuser l'offre. Et puis donc, voilà, mais il y a Bastia, mais on peut citer le nom d'autres clubs français, mais il y a également des clubs tahitiens qui voulaient le recruter. Il y a des clubs néo-zélandais, des clubs australiens, mais donc voilà, pour les mêmes raisons. Voilà, il a eu plein d'opportunités en fait. Mais plusieurs opportunités de pouvoir devenir footballeur professionnel. Mais il a refusé. Il a préféré jouer ici sur le Caillou. Pour notre plus grand bonheur, voilà, tant mieux pour nous du coup, et puis pour le football calédonien. Comme tu le dis, tant mieux pour nous. Enfin, on va être un peu déçus pour lui parce qu'on aurait pu avoir un autre Christian Karambeu, un Calédonien qui puisse porter haut et fort les couleurs du pays dans l'élite du football français. Donc voilà, il est resté, et puis c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour le public calédonien avec des joueurs comme Wawes. Wawes, Pierre Wajoka, il a fait partie d'une génération de très bons joueurs, d'excellents joueurs. Et puis aux grandes dames du public calédonien, parce qu'on venait chaque week-end pour assister à du spectacle, du véritable football avec des belles passes décisives, des beaux buts. Et puis Wawes aussi sur le terrain, quand tu joues avec lui, il faut savoir que c'est un meneur d'hommes. Quand il descend sur le terrain, et l'équipe au lieu de jouer à 11, on va dire qu'il joue à 13, tu vois, plus l'entraîneur, le gars, quand il descend sur le terrain, il arrive à motiver ses troupes. C'est un vrai capitaine, c'est un homme de vestiaire. Donc du coup, avec des joueurs comme Wawes, avec ses qualités, avec des qualités qu'il a actuellement, le football calédonien, veut dire qu'il est passé, il a considérablement progressé. Je veux dire, le football calédonien d'il y a 3 ans, c'est pas le football qu'on pratiquait en 2000. Voilà. Grâce, je ne veux pas dire que c'est grâce à Wawes, mais sa présence ici sur le terrain a fait que nous, les jeunes joueurs, quand on les regardait sur le terrain, mais on voulait faire comme eux et on voulait à tout prix atteindre leur niveau. Donc du coup, c'était une motivation pour nous, pour tous les jeunes modèle, c'était un modèle. Et puis grâce à lui, en partie, après on peut citer aussi la participation d'entraîneurs comme Didier Chambaran. C'est son entraîneur, c'est avec lui qu'ils ont gagné les premiers Jeux du Pacifique à Apia. Ce sont des personnes qui ont œuvré, qui ont contribué au développement dans le bon sens du football calédonien. Donc comme tu dis, tant mieux s'il n'a pas signé en métropole ou à Tahiti. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde ensemble ce reportage. C'était un reportage qui avait été réalisé en tout début d'année 2014. Avant, il était en pleine préparation justement pour participer à la O-League, donc cette coupe des clubs champions d'Océanie. Il devait participer à la O-League avec son club de cœur, l'AS Magenta. Donc voilà, c'était à 2 semaines du tournoi. Je vous propose que l'on regarde ensemble ce reportage en pleine préparation pour la O-League. Et je rappelle, la O-League est le seul trophée qui manque au palmarès de Pierre Wajoka. C'est tout de suite, on regarde ensemble. J'arrive à un âge où il faut peut-être raccrocher les crampons.
j'arrive définitivement ou peut-être je termine en beauté. Que voilà quoi, avec mon âge maintenant, toutes les propositions sont ouvertes pour moi. J'ai eu beaucoup de propositions. J'ai une proposition de l'AS Magenta, notamment le coach Alain Moison, qui m'a sollicité un peu concernant pour la O-League 2014. Mais bon, on avait discuté un peu fin de l'année dernière, fin de l'année 2013. Et je ne pensais pas trop parce que je voulais terminer d'abord en beauté avec Gaïcha. Terminer le championnat, je vais dire. Terminer le championnat, on était premier, il fallait garder le classement pour être champion. Mais j'avais une idée déjà en tête, que voilà quoi, avec mon âge maintenant, toutes les propositions sont ouvertes pour moi. Seul, pendant ses séances d'entraînement, Pierre réfléchit au choix qui conviendrait le mieux à ses objectifs footballistiques, même si dans le cœur, le choix est déjà fait. J'avais presque 3 mois à réfléchir et puis bon, c'est une décision, on va dire, peut-être facile pour moi parce que, en sachant que je suis un compétiteur et vu mon âge aussi, je le répète encore une fois, et la O-League, on ne joue pas tout le temps. Si j'avais 25 ans, j'aurais peut-être dit non parce que je vais prévoir avec Gaïcha en 2015. Mais là, vu mon âge, je ne sais pas si demain j'arrêterai le foot, si demain je me blesserai. On ne sait pas avec les aléas de la vie. Et j'ai accepté tout de suite, je suis un compétiteur, je répète. Et d'autant plus que c'est l'AS Magenta, c'est mon club de cœur où j'ai connu beaucoup d'émotions, de tristesse, gaieté, des trophées gagnés, des exploits. Et j'ai accepté tout de suite. Et les photos sont là pour rappeler chaque exploit réalisé ou les trophées remportés par l'AS Magenta. Des images et un album plein à craquer qui rappellent aussi qu'Albert Nagégé, l'homme qui a construit Magenta et qui est également le père de Jessica, la femme de Pierre, a disparu en 2002. On était pratiquement sûr que quand il a pris Magenta, qu'il allait emmener cette équipe très loin. Ouh là là, écoute, je crois qu'il a dû commencer en 99, c'est ça? 99, il a commencé. Et il a fini en 2002 quand il est décédé. Ça fait 3 ans de titre. Ouais, 3 ans et 3 ans de titre. Ouais. Il a formé une belle équipe. Ouais. Mais il a formé l'ossature de Magenta. Magenta, maintenant, c'est Magenta aujourd'hui, mais les piliers, c'est lui qui les a formés. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'aller très loin et qui fait confiance surtout aux gens. Et je pense qu'il a eu confiance en Pierre et ça a aidé Pierre pour avancer. Il avait besoin un peu de cette base-là, Pierre. Des bases qui ont été transmises aux jeunes joueurs du FC Gaïcha, le dernier club de Pierre. Pierre Wajoka, l'indétrônable numéro 10, c'est ainsi qu'il restera dans la mémoire de ces joueurs du FC Gaïcha. L'image du, peut-être pour moi, le meilleur joueur que la Nouvelle-Calédonie a connu, je veux dire, à son poste. Donc, à part Pierre, à ce poste de meneur, donc là, pour moi, il restera le meilleur à son poste au moment de sa fin de carrière, si on peut dire. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, dans ses convictions.
Donc, ce qu'il a envie de dire, ben, derrière, il le met en pratique. Donc, c'est pour ça que par où il est passé, ça a toujours marché. Parce qu'il ne va pas passer à droite à gauche. Quand il a des choses à dire, ben, il dit. Donc, voilà, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui croit en ses convictions. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Et un beau jour, Edmond Bouen, à l'époque président de l'AS Magenta, lui a fait une proposition, un deal, comme on dit. S'il signe avec l'AS Magenta, il lui propose un poste, un emploi. J'étais à l'AS Lancy et il fallait que je retourne à l'AS Magenta pour jouer la All-League, je ne sais plus quelle année, avec Edmond Bouen. Et Edmond Bouen, voilà, je lui ai dit que voilà, moi je travaillais dans le commerce, en tant que chauffeur-livreur, puis je voulais arrêter, quoi. Je voulais chercher quelque chose de plus bien, quoi, comme tout le monde. Et après, voilà, il m'a dit, ben, écoute, il n'y a pas de souci, je vais chercher quelque chose pour toi. Et par ces relations, j'ai eu un entretien à la SIC, aux directions des ressources humaines, et ça s'est passé comme ça. Alors, la All-League, comment ça se passe? La All-League? Oui. Le 7 avril, on part le 4. On commence le 7 contre l'équipe de Fidji. Équipe de bas. Eh oui, mais je dois faire ma fiche de congé. En attendant la fiche de congé, les Canaries et Pierre pensent déjà à la All-League. Il reste un mois au groupe qui est déjà un groupe de qualité pour régler certains détails. Il y a un très bon groupe, composé un peu d'anciens joueurs. On n'a pas la majorité, on est au moins 4 ou 5, avec beaucoup de jeunes talentueux. Il y a un très très bon groupe pour faire quelque chose pour la Champions League. Le souci qu'il y a dans cette équipe, je vais dire un peu la vérité, c'est un peu le souci du football calédonien. On a un manque de compétitivité dans notre façon de jouer, mais aussi un manque de concentration. C'est-à-dire qu'on peut être concentré pendant un quart d'heure, mais on peut faire du football beach pendant une demi-heure. Voilà, ça, c'est dans un monde parfait. J'ai Zizou, j'ai Pierre, j'ai mon père, donc ça, c'est le top. Si j'avais ça à la maison, je ne sors plus de chez moi. Sûr? Oui. Donc voilà. Vous ne pouvez plus aller à l'école alors. Avec mon âge, je dis, on a une belle époque. On a eu de grands moments. Et c'est vrai que demain, j'ai envie encore de revivre ces moments-là, quoi. L'objectif cette année, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Champions League du Pacifique. C'est le seul trophée qui me manque ici dans la région du Pacifique. Il aurait pris un autre choix, je l'aurais suivi quand même et voilà, je le suivrai toujours. Par rapport à sa passion, parce que c'est sa passion, et par rapport à l'amour aussi que je lui porte. Donc c'est pour ça que je le suis et je le suivrai jusqu'au moment où il aura pris la décision d'arrêter.
Alors, est-ce qu'on pourrait juste rappeler son palmarès? Alors, accrochez-vous bien parce qu'il a un sacré palmarès, Pierre Wajoka. Allez, on va commencer par la Coupe Calédonie. Donc, il a remporté 9 fois la Coupe Calédonie. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un titre à la une des Nouvelles Calédoniens. Ils avaient titré Wajoka Puissance 9. Voilà, après, je ne sais pas si c'est un bon titre. En tout cas, moi, je trouvais un peu accrocheur ce titre, au grand respect. Ouais. Respect quand même pour la personne qui a trouvé ce titre, mais bon, moi, ça ne m'a pas plu. Donc voilà, 9 titres de Coupe de Calédonie, 7 avec l'AS Magenta entre 2000 et 2005, et puis donc une l'an dernier, en 2014. Il a gagné une fois la Coupe Calédonie en 2007, c'était avec l'AS Lossy, puis une avec le FC Gaïcha, c'était en 2011. On va passer au championnat. Donc il a gagné 4 fois le championnat, 3 avec l'AS Magenta en 2003, 2004 et 2005, puis un championnat remporté avec le FC Gaïcha, c'était en 2013. Et puis au niveau doublé Coupe Championnat, il a effectué 3 doublés Coupe Championnat avec l'AS Magenta en 2003, 2004 et 2005. Au niveau des Jeux du Pacifique, il en a remporté 2 des Jeux du Pacifique, donc 2 médailles d'or avec donc, bien évidemment la Calédonie. Aux Jeux de Nouméa, c'était en 2011. Puis au jeu d'Apia, c'était en 2007 avec Didier Chambaran. Une médaille d'argent au jeu de Souva, c'était en 2003. On se souvient de cette belle finale sous la pluie qui a grandement qui a bien empêché les Calédoniens à effectuer leur jeu de passe, là où il y avait un véritable déluge. Là, c'était plus du football, c'était, je ne sais pas trop quoi, peut-être du water polo. Ah bon, médaille d'argent, c'est quand même. Ils ont perdu en finale 2-0 contre Fidji, voilà, contre les personnes, les joueurs à domicile. Donc ça, c'était en 2003. Et puis au niveau de la Ligue des champions d'Océanie, donc cette fameuse O-League, il a terminé vice-champion avec l'AS Magenta, c'était derrière le FC Sydney. Il s'était incliné en finale en 2005 à Tahiti sur le score de 2-0, sachant que voilà, c'est toujours le trophée qui lui manque, le trophée de O-League jusqu'à maintenant. Et puis Pierre Wajoka, je dirais que c'est la petite plus-value, on va terminer de son palmarès, la petite plus-value de ce joueur, c'est qu'il fut le premier buteur du Mondial 2010. C'est la classe. Voilà, avec notamment cette réalisation, ce penalty victorieux devant Tahiti en match d'ouverture des Jeux d'Apia, première phase des éliminatoires de la zone d'Océanie. C'est quand même un sacré petit détail palmarès à rappeler, et sacré titre, premier buteur du mondial, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Alors du coup, donc on l'a compris, la O-League, c'est le seul trophée qui manque à son palmarès. Quel a été le parcours du coup de l'AS Magenta en O-League? Ils l'ont jamais gagné? Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas pu gagner la O-League, surtout qu'ils avaient un groupe, ils avaient un bon groupe pour pouvoir espérer faire quelque chose. Là, on l'a vu dans le reportage avec l'effectif de l'AS Magenta à l'époque, au début d'année, quand ils préparaient la O-League, on vient de voir dans ce reportage, ils avaient un effectif assez complet avec, je dirais même pas des doublures, mais 3 joueurs pour chaque poste. Ils avaient un effectif assez balèze pour remporter la O-League. Et avant que je réalise ce reportage en tout début d'année, moi je pensais que nous, Calédoniens, tous les jours, on pensait, tous les clubs du pays, on pensait que l'AS Magenta allait réaliser cet exploit qu'aucun club calédonien n'est réalisé actuellement et qu'aucun club mélanésien. Parce que là, actuellement, le seul club mélanésien qui a remporté la O-League, c'est le club de Ekare, c'est un club papou. Sinon, après, le reste des éditions, c'est que la Nouvelle-Zélande, Auckland City ou les mêmes. Voilà, toujours les mêmes. Donc là, on pensait que Magenta allait pouvoir faire quelque chose, mais ils ont été éliminés durant les phases finales au match de poule. Vraiment, ils sont passés à côté de la compétition. Pas loin alors. Voilà, vraiment pas loin. Et quel âge il a ils sont passés à côté de la compétition, on va dire, parce qu'on espérait qu'ils arrivaient en demi-finale. Ah ils n'ont même pas passé les matchs de poule. Donc même pas eu le temps d'espérer. Ils n'ont pas eu le temps d'espérer, voilà. Malheureusement, non. Et il a quel âge maintenant, Pierre Wajoka? Pierre Wajoka, il a 36 ans. Ah oui. Ouais, voilà, je te vois venir. Un peu vieux pour un joueur de football. Voilà, un joueur de football. C'est comme les top modèles, comme les mannequins. C'est comme les top modèles. Voilà, en général, les footballeurs professionnels, à partir de l'âge de 30 ans, on va dire que là, ils commencent à arriver dans la période ascendante de leur carrière. Ils continuent à jouer, mais voilà, dans des petits clubs. Pierre Wajoka a 36 ans, il est toujours, on ne va plus le présenter, on voit ce qu'il fait sur le terrain. Et donc voilà, à 36 ans. Mais bon, il y a certains qui disent que peut-être il va arrêter. Et puis il y en a qui disent, les personnes qui le côtoient et puis qui le connaissent très bien, pensent que il va partir encore sur une année. Mais du coup, pour lui, en tant que joueur, comme tu dis, le seul trophée qui manque à son palmarès, c'est la O-League. Alors, est-ce que pour lui, c'est mort la O-League à 36 ans? À 36 ans,
on peut dire que un joueur espérer gagner la Euroleague à 36 ans, on peut dire que c'est mort, parce que physiquement, on va dire qu'il n'aura pas les jambes pour jouer. Il n'est plus dans la fleur de la l'âge. Euroleague, c'est un autre niveau. Voilà. Mais après, Pierre Wajoka, c'est un compétiteur. Regarde, à 36 ans, quand il avait 33 ans, les gens disaient qu'il est fini, il va terminer. Voilà, le gars, il n'avance plus. À 36 ans, il est toujours là, il nous fait un petit triplé en finale de Coupe Calédonie. Voilà, donc le joueur, c'est un compétiteur. Et je pense que si, dans le coin de la tête, il garde toujours ce petit espoir de gagner un jour la Euroleague, je pense que peut-être qu'on pourra le voir sur les terrains. En tout cas, l'année prochaine, on va le revoir sur les terrains. Après, en Euroleague ou pas, là, je dirais que c'est à vous de voir. Et dans quel club? Toujours dans l'AS Magenta? Là, tu veux que je te donne un scoop? Là, je risque de me griller. Mais bon, l'année prochaine, c'est le FC Gaïcha qui va participer à la Euroleague. Il paraît que le club risque d'effectuer de gros recrutements justement pour cette Euroleague, parce que c'est un club qui part sur un projet sportif très très intéressant, qui pourrait faire venir des joueurs étrangers, des joueurs de la métropole, avec un entraîneur qui arrive de la métropole. Ah oui. Donc pas mal de recrutements dont pourrait faire partir un certain Pierre Wajoka. Ça serait l'ultime occasion d'emporter justement le trophée manquant. Mais s'il arrive à gagner la Euroleague à Gaïcha, tant mieux pour lui. Et puis je pense qu'à partir du moment où s'il gagne la Euroleague l'année prochaine, on pourra dire en juin prochain, en 2015, qu'il va arrêter sa carrière. C'est le seul trophée qui lui manque. Mais là, bon, c'est une histoire, c'est une affaire encore à suivre. On ne sait pas si l'année prochaine, il va jouer dans Gaïcha. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, là, à l'heure où je vous parle, il est toujours licencié à l'AS Magenta. Là, les clubs n'ont pas repris les entraînements, mais bon, on va voir ça. Allez, ça va se dégoupiller au mois de mars, avril. Oui. Voilà, début de saison prochaine. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jamie. Merci, Chloé, puis merci à tous. Alors, on retrouve tout de suite Marie-Hélène pour la rubrique Job et éducation. Dans les médias, à la télévision, en littérature, au cinéma, il est parfois difficile de faire la différence entre réalité et fiction. Mais comment justement faire cette distinction? C'est ce que nous allons voir avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Alors raconte-nous un petit peu comment apprendre aux plus jeunes à ne pas être dupes. Alors bonjour Chloé, bonjour chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que la tâche est quand même assez difficile, parce que on le sait, il est quand même assez facile de se laisser happer en fait, par la fiction, par tout ce qu'on peut voir à la télévision, comme tu l'as dit, ou bien au cinéma, parce que justement ce que l'on peut voir est tellement réel parfois que l'on peut s'y tromper. Alors justement, comment apprendre à faire le distinguo? Alors, si tu veux, pour les adultes, on va plutôt parler d'auto-formation, même si des ateliers existent, notamment pour les adolescents. Ensuite, pour les jeunes, ça va se passer, si tu veux, dans le cadre scolaire, puisque, effectivement, un jeune, il va être avec son institutrice ou son professeur et il va pouvoir justement être éduqué, si tu veux, à cette notion, si tu veux, de fiction et de réalité. Donc, à travers, si tu veux, un travail pédagogique qui aura lieu donc, dans un établissement scolaire, le jeune va être familiarisé, si tu veux, à la notion de fiction, comme quoi, si tu veux, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé, même si l'impression peut être réelle, il ne faut pas oublier que tout ça est basé sur un scénario, donc il faut se méfier et ne pas tout prendre au pied de la lettre. Alors c'est justement le terme de télé-réalité qui crée la confusion dans l'esprit de nos jeunes, même s'ils ne sont pas forcément devant leur écran au moment où c'est diffusé, ils en entendent parler autour d'eux. Exactement, tu fais bien de parler justement de la télé-réalité, parce que c'est vraiment le genre de fiction de notre siècle qui justement est basé sur la vie au quotidien, voilà, de personnes qui jouent quand même un rôle, ne l'oublions pas, ils ont un scénario à suivre, souvent la production d'ailleurs les aiguille vers telle et telle direction, donc voilà, il faut quand même prendre conscience qu'il joue un rôle et qu'il y a un scénario au départ qui est dicté quand même par les producteurs, les gens donc, qui financent ce type d'émission. Alors on parle des émissions, mais il y a aussi le film, et puisqu'on parle des jeunes, on va parler surtout des films d'animation qui mettent en scène donc des héros imaginaires. Exactement, d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à un événement un petit peu dramatique que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Voilà, un ami que j'avais, un petit copain que j'avais, il a voulu
tester, si tu veux, le vol de Superman. Voilà. Il s'est pris pour Superman. Exactement. Ah ouais. Et donc, il a chuté, si tu veux, du balcon de la maison de ses parents. Hein. Heureusement que c'était un petit premier étage, on va dire. Donc, il s'est fait un petit peu mal, mais il s'est rien cassé. Mais voilà, c'est un exemple concret pour dire que voilà, les enfants croient que tout ce qui se passe à la télé dans les films d'animation se déroule en vrai, quoi, hein, et réel. Alors, tout à l'heure, tu parlais de docu-fiction aussi. Alors, qu'est-ce que c'est au juste les docu-fictions? Alors, la docu-fiction, c'est également, si tu veux, un genre nouveau. Hein. Alors, on se base, si tu veux, sur des faits réels. Hein. C'est souvent inspiré, si tu veux, de faits divers. Donc, il y a des acteurs, si tu veux, qui rejouent ce qui s'est passé dans la réalité. Et, si tu veux, les scènes qui racontent, si tu veux, cette histoire sont entrecoupées donc d'interviews. Donc, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de docu-fiction, puisque mêler, si tu veux, instant d'interview et puis instant, si tu veux, de scène, laisse penser, si tu veux, à un documentaire, à un reportage. Alors, il y a aussi les fameuses séries télé qui viennent d'Amérique du Sud, les telenovelas, qui plaisent beaucoup à nos parents, à nos grands-parents et même aux plus jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des telenovelas? Alors, c'est vrai que le terme de telenovela, si tu veux, a été donné à ces séries qui étaient au tout début produites en Amérique du Sud, notamment au Brésil ou encore au Mexique. Mais il faut savoir que depuis, si tu veux, la telenovela, bon, elle est maintenant, si tu veux, produite ailleurs. Elle est produite notamment aux États-Unis. Peut-être que certains connaissent la chaîne Telemundo, qui est une chaîne de télévision américaine diffusée en langue espagnole, voilà, qui produit aussi des telenovelas. Donc c'est pour te dire que voilà, aujourd'hui, la telenovela n'est plus l'apanage, on va dire, voilà, de l'Amérique du Sud. Et puis, Chloé, je pense que tu te souviens quand même des séries, les premières séries américaines. Ah bah oui, Santa Barbara, Amour, gloire et beauté, Les Feux de l'amour. Exactement. Et ben, ce sont aussi des telenovelas en quelque sorte. On parle de soap opéra, mais tu es d'accord qu'il s'agit quand même de la même chose. Surtout que Santa Barbara, il y a eu combien d'épisodes? Plus de 2100 épisodes. Voilà. Les Feux de l'amour, c'est encore en production alors que ça a débuté dans les années 70. Tu te rends compte? C'est l'histoire de toute une vie. Les acteurs passent leur vie en fait dans ce soap opéra. Alors, toutes ces créations télévisuelles ou cinématographiques qui s'inspirent donc de notre vie quotidienne, de notre vécu, ou bien de classiques littéraires, de nos désirs les plus secrètement enfouis, montrent bien que la frontière justement entre la réalité et la fiction est vraiment infime. Alors comment nos plus jeunes peuvent s'y retrouver? Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas se laisser prendre à ce jeu-là, tout en prenant plaisir, si tu veux? Eh bien, écoute, ce qu'il faut faire, c'est donc apprendre à visualiser, si tu veux, en décryptant les images et surtout en ayant à l'esprit que même si l'impression est réelle, on reste quand même dans une histoire qui est fabriquée, voilà, à partir de choses réelles, c'est vrai. Donc, l'objectif, c'est de commencer d'abord, si tu veux, à expliquer le mécanisme, en fait, de fabrication de ce type effectivement de fiction. Ensuite, bien évidemment, si tu veux, d'avoir aussi à l'esprit que voilà, tout ce qui est imaginé n'est pas forcément réel et ce qui est réel, voilà, ne peut pas forcément non plus faire partie de l'imaginaire. Prendre du recul quoi, sur ce qui est prendre visionné. Du recul, bien évidemment. Mais on va donc rejoindre, si tu veux, cette chère institutrice de l'IFU, qui exerce donc à l'IFU dans un établissement scolaire. Elle a travaillé donc avec ses élèves sur le court-métrage. Disons plutôt qu'elle a utilisé, si tu veux, comme base de travail le court-métrage pour justement apprendre à ses élèves à décrypter tout ça, à prendre du recul, comme tu le dis si bien. Donc tu te souviens de Saitolito, c'est ça Saitolito. Saitolito, voilà, j'ai pas l'accent, excusez-moi, chers téléspectateurs, de Saitolito. Donc pour mettre au cœur, si tu veux, de cet apprentissage-là ses élèves, elle a travaillé donc le court-métrage en utilisant, si tu veux, la telenovela Saitolito. Et donc, on va découvrir tout de suite le reportage de Jamie Waimo. L'histoire de Saitolito, le court-métrage qu'on a tourné en 2010. Avec les enfants, on a regardé plusieurs genres cinématographiques, plusieurs styles, et ils ont choisi la telenovela. Ils ont été très inspirés parce qu'ils suivent régulièrement tous les telenovelas qui passaient le soir à la tribu. Une fois que le scénario et les dialogues ont été écrits dans la classe, il y a eu un casting pour choisir les personnages, pour choisir quel élève joue quel personnage du film, en fait, du court-métrage. Bonjour, je m'appelle Ihiliwela.
Mon nom dans le premier film de Saitolito, c'est Washolito. J'étais le complice de Wanawalita. Mon nom, c'est Wedemit. Mon prénom, c'est Priska Wahaye. Mon rôle dans Saitolito, c'est Bonalita. Je m'appelle Ipunesa Michel. Dans Saitolito, je joue le rôle de la méchante, Wanawalita. Je m'appelle Johannes Ipunesa. Dans Saitolito, j'étais Onolito. J'étais le père de Wanawalita. Wanawalita, t'es où? J'ai fait! Les enfants, où est maman? Elle est en bingo. Cette là, elle est toujours en bingo. Petit R. Petit 2. Petit 2 pour les 4. On voulait aider les enfants, parce que ça va être les futurs habitants, enfin ce sont les habitants de la tribu, et même aussi les parents à prendre du recul, de faire la distinction entre le réel et la fiction. Et c'est ça qu'on a voulu travailler avec notre équipe ici. C'est que les enfants ils prennent du recul, que ce n'est que de la fiction, ce n'est pas la réalité. Et parce qu'on voit que les mamans et les gens à la tribu, ils prennent ça à la lettre. Ils n'ont pas ce recul justement et les enfants les aident à avoir ce recul. Sans compter qu'en même temps qu'ils apprennent à prendre de la distance face à l'image, en même temps ils prennent confiance en eux par rapport au jeu d'acteur, par rapport à l'expression. Le bingo est correct. La partie est fermée. Ça m'a fait aimer l'école, surtout au niveau de l'oral, de la façon de parler. Au niveau des scènes de théâtre au collège, on faisait des répétitions, et puis moi j'étais déjà dedans. Puis ça fait que quand on passe comme ça devant tout le monde, j'étais à l'aise, c'était bien. Mais chérie, je t'ai pas trahi. Je suis juste partie la lécher chez elle. Mathieu, mais tu me prends pour qui? Pour un cagou sauvage? Dégage de chez moi, hors de ma vue, sale menteur! Excuse-moi chérie, mais c'est chez moi ici. Ah oui, c'est vrai, mamie. On a essayé de voir quel message on peut faire passer parce que le film, comme le théâtre, donne du plaisir, de l'émotion au public, mais on peut s'en servir aussi. Ça peut être de très bons médiateurs pour des messages qui peuvent paraître importants. Et pour les enfants, à l'époque, quand on a écrit le scénario, les messages importants, c'était parler du kava, parler du bingo, encore des phénomènes qui sont très importants en fait à la tribu. Pourquoi elle était en colère? Quand elle arrive et puis elle voit son mari. Son mari, il s'est fâché. Il était en colère après elle et il était comment? Il était sous. Et il était sous. Il a dû boire tout ce qu'il pouvait se boire à ce moment-là. Voilà. Elle est toujours bingo cette fille. Elle n'a pas à manger le soir. Petit R. Alors fais-le, mais avec les sentiments qu'elle avait à ce moment-là. Vas-y. Oulala, oublie-moi un peu. Voilà. Faut recommencer pour que ce soit parfait. Puis nous aussi, on était dedans aussi. On était sur Saitolito, on était à fond sur ça. Puis avec l'aide de maîtresse Wally, qui nous disait courage, courage. Le résultat après, il va arriver, puis c'est du travail, mais il y a le résultat. Donc voilà. Saitolito, tu me tiens loin de moi. Et tu te tiens loin de moi. C'est Bonalita, la cause de tout ça. Oh, c'est Saitolito. Et que le vino y amour c'est Bonalita, la cause de tout ça. Ah oui, mais je me souviens de la petite Michel, elle a bien grandi d'ailleurs.
qui jouait, en fait, elle jouait la femme riche qui était au bord de sa piscine, et puis avec cette fameuse phrase culte qui a été reprise d'ailleurs par tout le monde, Coloini, ma vie est fichue, qui a circulé donc sur tous les réseaux, donc ça fait un petit moment déjà, mais c'est vrai que ça avait été repris justement par tout le monde et c'est devenu une phrase culte en fait. Une phrase culte que les gens reprennent à qui mieux dès qu'ils en ont l'occasion, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi, Chloé. Eh bien oui, on va revoir un petit extrait justement de ce moment culte. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Donc c'est de suite, hein, Coloini. Bonjour chérie, où était-elle? Ne me mens pas, Saitolito. J'étais chez le coiffeur, chez le docteur. Tu me mens, tu n'es qu'un menteur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai ton marteau à côté. Pourquoi tu m'as trahi? Moi, je t'ai toujours aimé. Ay, Colonie, ma vie est fichue. Alors c'est vrai, on n'ose pas trop le dire, mais les telenovelas ont quand même réellement transformé le quotidien des gens. Hein, tout le monde, enfin certains stoppent toute activité pour justement avoir ce moment privilégié, venir regarder leur feuilleton. Les discussions tournent aussi beaucoup autour des héroïnes, des histoires, voilà, d'adultère, de machin. Ah oui, tu sais que certaines elles se disent bah non, moi je l'aime pas celle-ci. Et moi je suis plutôt elle, etc. Exactement. Et ça du critique. Coup, ça crée des échanges enflammés. Certains croient dur comme fer qu'en fait c'est la vraie vie quoi. Eh bien oui, justement. Alors, est-ce qu'il est dangereux de croire, en fait, à toutes ces petites fictions? Moi, j'ai quand même envie de te dire que non, puisque au départ, quand même, la telenovela, le soap opéra, toutes ces séries, elles sont créées quand même pour nous divertir, en fait, pour faire passer un petit bon moment, voilà, pour nous faire rêver aussi un petit peu, il faut quand même le dire, voilà. On s'imagine dans des situations incroyables qu'on ne pourrait jamais vivre. Donc, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de garder, si tu veux, quand même un peu de raison, les pieds sur terre, voilà, et puis d'apprécier dans une juste mesure quand même toutes ces créations, on va dire, télévisuelles. Ouais, donc ne pas chercher à imiter ou à se croire dans une fiction, mais rester les pieds sur terre. Faut avoir à l'esprit que les fictions et même parfois les jeux vidéo, on parle aussi des jeux vidéo, il y a aussi des bons et des mauvais comportements. Et une des raisons pour lesquelles donc, les parents doivent être vigilants avec leurs enfants, c'est justement sur ceux qu'ils regardent et sur les jeux auxquels ils jouent. Exactement. Et tu parlais à juste titre du risque d'imitation. Eh bien voilà, il est un petit peu là si tu veux le danger. Parce que lorsqu'on est jeune, on a quand même tendance on se cherche un petit peu, donc on a quand même tendance à imiter l'autre. Ouais, comme ton ami qui se prenait pour Superman. Exactement. Et tu m'as dit que ton frère aussi a vécu une expérience dramatique. Dans le il s'est cassé le pied quand même. Voilà, le pauvre. Donc tu vois, c'est une réalité. Hein, pour le coup, il faut se méfier quand même de ce risque d'imitation. Et pour cela, voilà, l'éducation, elle est quand même importante pour nous préserver quand même, parce qu'il ne s'agit pas non plus de reproduire tout ce que l'on voit à la télé, surtout quand il s'agit de mauvais comportements, comme tu l'as dit si bien. Alors, justement, merci à cette institutrice de l'école Ting & Ting d'avoir cette démarche. On le sait, elle est au deuxième court-métrage, justement, Saitolito, je vais réussir à le dire correctement. donc voilà, on peut saluer ce genre de démarche quand même qui est importante. Oui, qui apprend justement aux enfants à prendre le recul, comme elle le disait dans le reportage. Alors justement, tu parlais aussi des bons comportements que l'on retrouve parfois dans la fiction. Il faudrait donc faire un tri entre, et qu'on garde justement les bons comportements. Eh bien oui, exactement. Et d'ailleurs, pour tirer profit, si tu veux, de toutes ces aventures, ce qui est bien, c'est que grâce à ces telenovelas, on peut justement anticiper parfois des situations un petit peu critiques ou qui peuvent dégénérer, puisque justement, en décryptant, si tu veux, les choses, on se rend bien compte des attitudes qui peuvent amener vers un clash ou pas, quoi. Donc, en ce sens, on peut en tirer profit, si tu veux, de manière positive. Ça nous permet de mieux nous construire. Et puis, on prend aussi conscience des individus que nous sommes, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est l'objectif de la démarche. Les jeunes apprennent justement à développer leur esprit critique, à prendre du recul, prendre de la distance par rapport à ces scènes surréalistes, ces mondes vraiment différents de ce qu'on vit et de ce qui est vécu dans la réalité. Leur faire comprendre justement la démarche du réalisateur et le but qu'il cherche à atteindre à travers justement ces scènes imaginaires et surréalistes. Oui, exactement. Alors toujours penser aussi que les personnages, bien évidemment, de toutes ces fictions, restent quand même des acteurs qui jouent un rôle. Donc voilà, ils sont donc dirigés par des professionnels, d'où justement la véracité de leurs propos et puis des scènes. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Alors justement, j'ai une question. Le plus souvent, les fictions, elles sont basées donc sur des créations littéraires. Est-ce qu'il faut également se méfier de nos lectures à ce moment-là ?
En fait, moi je dirais non, parce que lorsqu'on prend un livre, si tu veux, on s'attend forcément à être un petit peu transporté dans un univers magique ou un monde d'aventure. Donc on sait pertinemment que l'on va, grâce à cette lecture plutôt, on va s'évader, on va s'échapper, on va quitter un petit peu le monde réel pour un moment agréable. Donc les choses, elles sont claires, elles sont définies, on sait où l'on va. Donc on a moins le risque qu'avec la télévision. Et justement, la télévision devrait nous permettre de savoir où l'on va et où on met les pieds. Alors, après avoir regardé un film, un épisode, ça serait bien en fait de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles ce que l'on vient de voir ne traduit pas en fait la réalité. Donc c'est de cette manière qu'on reconnaît le vrai du faux. Exactement, Chloé. Et puis tu sais, à la fin des génériques, de certains génériques, tu te souviens d'une phrase qui défile et qui nous met en garde justement contre parfois ces au début, risques. Exactement, parfois même dans les bouquins aussi. Donc cette petite phrase que tu connais aussi, je suppose, et qui nous dit les personnages et les situations donc de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnages ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que pure coïncidence. Donc voilà, il y a un avertissement. Donc nous sommes prévenus. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marie-Hélène. Avec plaisir Chloé, au revoir. Et on retrouve tout de suite notre chronique Fin Bon. Aujourd'hui, pour notre Fin Bon, nous allons à Lifou, plus précisément à Djouéoulou, rejoindre Madame Kenegay, qui nous a concocté un plat spécial. Alors pourquoi un plat spécial? Parce que c'est un plat qui se prépare uniquement lors de cérémonies coutumières. C'était à l'occasion de la rénovation de la paille de la case du grand chef de Gaïtcha, et Madame Kenegay nous a concocté une salade de fleurs de bananier. On regarde. Bonjour, bienvenue sur Lifou, plus précisément à la tribu de Djouéoulou. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la recette sur la salade de fleurs de bananier. Pour commencer, je vais vous présenter les ingrédients pour préparer cette salade. Nous avons la fleur de bananier, du poulet décortiqué, des oignons verts, du lait de coco, du sel, du poivre et des citrons. Alors, première étape de la recette, on prend la fleur de bananier, on coupe les pétales et on met dans l'eau qui contient de l'eau vinaigrée, un peu de vinaigre, du gros sel. On coupe les pétales et on les trempe. Il faut les tremper pendant une nuit. Après avoir trempé la nuit, on passe à la découpe. Alors, ce qui est important, il faut couper très fin. C'est ça qui rend la salade une bonne salade, qui rend une bonne salade. Une fois qu'on a fini la découpe, on a ça. Et on prend 3 citrons. Oh. On prend le poulet décortiqué et on mélange avec la fleur de bananier où il y a les citrons. On mélange le tout. Après ça, c'est les oignons verts. Le coco râpé. Ou le lait de coco. Toujours bien mélangé, hein? Et après, salé. Bien salé. Et poivré. Il ne reste plus qu'à goûter.
Bon appétit. Bonjour Camille, alors tu viens nous parler aujourd'hui des missionnaires. C'est ça, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors j'aimerais vous parler des missionnaires protestants et plus particulièrement en fait d'un couple, c'est Emma et James Hatfield. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, je me souviens parce que c'est une exposition que j'avais présentée l'année dernière dans une chronique. Et c'est un couple d'Anglais en fait qui était venu sur les îles pour la Société des missions britanniques. Exactement, exactement. Alors pour rappeler un petit peu les choses, il faut revenir replacer tout ça dans le contexte. Donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et c'est à l'heure des premiers contacts. Donc en fait la mission de Londres, donc la mission protestante britannique, veut évangéliser les îles. Donc elle va commencer par la Polynésie et va poursuivre son travail vers la Mélanésie. Et donc ils arrivent ici, donc à Marais en 1841 et à Lifou en 1842. Pour notre couple, Emma et James Hatfield, eh bien, ils vont arriver en 1878 et James va être le dernier représentant de la mission de Londres ici en Nouvelle-Calédonie. Alors comment est-ce qu'ils sont arrivés ici Comment ce couple est arrivé ici? Il faut revenir un petit peu sur, faut les présenter les deux. Donc James Hatfield est né le 8 janvier 1854 à Manchester, donc dans le nord de l'Angleterre. Et donc après ses études, il va rentrer dans l'entreprise familiale. Une entreprise de commerce de marchandises et une entreprise de commerce immobilier. Ils vont vendre aussi de l'immobilier. Il va participer dans cette entreprise avec ses deux frères, mais voilà, famille protestante. James Hatfield est donc très impliqué dans le mouvement et souhaite devenir pasteur dans les mers du Sud. Emma, elle, est enseignante et elle va elle va se marier avec James en 1878. Il faut savoir que les deux sont des amis d'enfance. Et donc, une fois mariés, ils ne vont pas perdre de temps, j'ai envie de dire. Ils vont directement embarquer pour la Nouvelle-Calédonie et arrivent sur le Caillou en décembre 1878. Alors, ils vont d'abord débarquer à Lifou, puis vont se rendre en 1879 à Ouvéa. Et revenir sur Lifou en 1886 pour remplacer le révérend Griff. Mais alors, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail ici, exactement? Alors, en plus du travail d'évangélisation, James Hatfield travaillait donc le bois, il réalisait des meubles et en plus de ça, c'était une sorte de médecin parce qu'en fait, il avait installé un office, il avait installé un petit dispensaire en fait dans l'école pastorale. Donc, il était menuisier, médecin, mais aussi pêcheur. À Lifou, on ne peut que vivre aussi de la pêche et aussi photographe à ses heures parce que c'est lui qui a photographié sa famille, ses étudiants et tous les habitants de Lifou. Emma, elle va prendre en charge plus l'instruction en fait, des filles, plus des filles des familles des pasteurs en fait. Donc elle va se charger vu qu'elle était enseignante, donc de la lecture, de l'écriture, de la couture. Elle va prendre soin aussi des enfants. Et elle va superviser aussi les tâches ménagères. Donc, il faut s'occuper de tout ça. Mais en dehors de ses responsabilités de femme, de missionnaire, elle va se passionner pour la culture locale. Alors, il me semble même qu'elle parlait justement les langues locales, donc le Yaya à Ouvéa et le Djéwo à Lifou. Exactement. Et vu qu'elle se passionne justement pour cette culture, elle va apprendre les langues. Et voilà, petit à petit, elle va récolter des informations, donc observer, écouter. Et elle va rassembler toutes ces données de manière très précise parce qu'elle va suivre en fait les recommandations de l'Institut anthropologique royal. Donc voilà, ça va être des informations qui vont être très précises. Il faut savoir qu'en 1920, elle a même publié un ouvrage parmi les gens des îles Loyauté. Donc voilà, c'est toutes des informations des souvenirs, des anecdotes qui témoignent en fait de la culture et du mode de vie à Lifou et à Ouvéa, donc au fin 19e siècle et début du 20e. Et en plus de ça, il faut savoir que la famille, et Emma plus particulièrement, va récolter énormément d'objets. Et
Ce sont ces objets qu'on va regarder ensemble. Voilà, on a retrouvé ces objets justement au musée de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. C'est un reportage signé Alexandre Sigura. Alors voici quelques objets qui ont été collectés par James et Emma Hadfield aux îles Loyauté à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il s'agit de balles de cricket en sève de banyan, donc qui doivent être les plus anciennes connues à ce jour, et d'un gong qui a dû appartenir à l'école de Bethany, l'école de pasteur que James a dirigée donc à la fin de son mandat de pasteur lorsqu'il était sur Lifou. Le couple Hadfield a été plus de 40 ans aux îles Loyauté, une huitaine d'années à Ouvéa, puis ensuite sur Lifou. Et ils se sont beaucoup intéressés à la culture ancienne des populations des îles et ont cherché à collecter des objets qu'ils voyaient être en train de disparaître. Parmi ces objets qui leur tenaient à cœur et qu'ils ont collectés, nous avons des calebasses. Calebasse, c'est impropre en fait, puisqu'il ne s'agit pas du fruit du calebassier, mais de courges, les gués, de courges qui poussent dans les jardins, que l'on surtresse avec un petit cordon pour emmener avec soi quand l'on va au champ. Donc ces récipients étaient destinés à collecter les liquides, notamment l'eau. Et avec l'arrivée des bouteilles, notamment des bouteilles en verre, ces objets ont très vite disparu des cases. Alors d'après les témoignages que l'on a, a priori c'était Emma surtout qui collectait les objets, tandis que lui, James, était plutôt un adepte de la photographie. Il a fait beaucoup de prises de vue de sa vie sur les îles Loyauté, de sa famille, mais aussi de ce qu'il voyait, de la population, de leur manière de vivre. Un de ces objets d'ailleurs est assez intéressant puisqu'on le retrouve en photo, en usage je dirais, dans le livre de Emma Hadfield. Il s'agit d'un bol en courge dans lequel était récolté le lait de coco pour préparer la cuisine. Et on voit un jeune garçon en train de râper la coco dans ce bol. Donc on a là vraiment un témoignage visuel très net et qui fait le lien avec les objets de la collection du musée. Parmi les autres photos de James et Emma Hadfield, on retrouve certains des objets qui sont présentés ici, notamment les massues. Une des planches du livre de Emma Hadfield représente ces massues bec d'oiseau, qui sont donc ces deux massues bec d'oiseau et cette massue à tête champignon, on va dire, qui était là aussi, qui témoigne des armes qui étaient utilisées autrefois par les guerriers de Lifou et de Ouvéa. Notamment ici, cette très belle massue en bec de tortue. Et nous avons eu l'occasion de nous rendre sur Lifou pour discuter avec les gens de Lifou, pour qu'ils nous parlent aussi de ces objets, quel ressenti ils avaient en les voyant, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous en dire. Et notamment le vieux Naweo à Amelewetch nous a parlé de ces massues bec de tortue que l'on utilisait en effet pour tuer les tortues. Et ce clan était notamment chargé de tuer les tortues pour les apporter à la chefferie du grand chef Boula dans le Lossi. Et le lien est assez probant entre l'objet et puis les témoignages que l'on a pu récolter sur le terrain. Alors ici nous avons un objet qui est typique des îles Loyauté. Il s'agit d'un poulou de danse ou d'un pompon de danse, on pourrait dire, que l'on utilisait donc pour positionner entre les mains pour créer du mouvement et du bruit aussi pour le tchap par exemple. L'ethnologue Fritz Sarrazin, qui est venu en Nouvelle-Calédonie au début du XXe siècle, quand il parle de ces objets, dit qu'il n'en a vu nulle part ailleurs, sauf aux îles Loyauté. Il s'agit probablement d'un objet qui témoigne de l'influence polynésienne plus importante aux îles Loyauté qu'elle ne l'était sur la Grande Terre, et que l'on retrouve en effet plutôt à l'est du Pacifique.
Autre influence polynésienne supposée de ces objets, cette magnifique monnaie kanak qui est entièrement entrelacée d'un lien en bourre de coco. Les monnaies kanak, quand elles sont conservées, le son, donc ce petit chapelet de coquillage, est conservé dans une petite étoffe, elle-même mise dans un étui ou dans une petite coque de pirogue. Ici, nous ne savions pas comment était constituée la monnaie, donc on a demandé à l'hôpital Gaston Bourret, et notamment à Bernard Dubarc, le radiologue, s'il accepterait de radiographier la monnaie pour savoir comment justement elle était à l'intérieur, ce qu'il a fait très généreusement, et nous le remercions. Ça nous a permis en fait de voir qu'en effet, il s'agit bien d'une monnaie kanak traditionnelle, dans son étui, dans sa petite coque. Mais là, ce qui est assez intéressant sur cet objet, c'est qu'il est entièrement recouvert de ce lien en bourre de coco. Donc là encore, énigme, est-ce qu'il s'agit bien d'une influence polynésienne ou est-ce que cet entrelac est venu plus tard? Nous ne savons pas exactement. James et Emma Hadfield ont été les derniers pasteurs anglais aux îles Loyauté. Leurs successeurs ont été issus de la Société des missions de Paris, donc plutôt français. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'influence anglaise est encore très nette aux îles Loyauté. Elle est dans le vocabulaire, il y a énormément de mots en djéou, en yai, en ngone qui proviennent de l'anglais. On a aussi le cricket en fait partie, ça fait partie d'un des loisirs appréciés aux îles, qui est un sport qui a été apporté par les Anglais à la fin du 19e. Et en témoignent ici donc, ces balles de cricket réalisées en sève de banyan. On voit encore ici le swint, la sève de banyan. Et aujourd'hui encore, les gens savent réaliser ces balles de cricket assez typiques. L'héritage des pasteurs anglais se voit aussi beaucoup aux îles à travers les temples. Et le pasteur Hadfield a notamment participé à l'édification de plusieurs temples, à Uvea comme à Lifu. Et l'école de Bethany reste une des grandes créations de la LMS, de la Société des missions de Londres, donc l'école des pasteurs qui est toujours en activité aujourd'hui. Et on suppose donc que ce petit gong en métal était une cloche pour appeler les étudiants de Bethany à venir en cours ou peut-être venir souper. Et on s'est rendu, lorsqu'on a préparé l'exposition sur James et Emma Hadfield, nous sommes rendus à l'école de Bethany et les étudiants ont toujours conscience de l'importance de ces pasteurs anglais et ils sont toujours très, très actifs pour faire perdurer la culture protestante d'origine britannique aux îles Loyauté. Cet ensemble d'objets représente vraiment un patrimoine exceptionnel pour la Nouvelle-Calédonie en général et pour le musée en particulier qui était assez pauvre jusque-là en objets des îles Loyauté. Et c'est vraiment un geste désintéressé et très généreux de la part de la famille Hadfield d'avoir voulu restituer à la Nouvelle-Calédonie plus d'une centaine d'objets d'art premier. Et nous remercions beaucoup Douglas Hadfield, le petit-fils de James et Emma Hadfield, pour ce don exceptionnel. L'église évangélique de Kanaki Nouvelle-Calédonie l'a également particulièrement remercié lorsqu'il est venu ici en Nouvelle-Calédonie, en lui consacrant un chant et en l'accueillant ici et aux îles. Ce que l'on retient ici particulièrement au musée, c'est qu'il est possible d'enrichir le patrimoine kanak grâce à des dons et on espère fortement que d'autres initiatives comme celle-ci verront le jour et viendront développer le patrimoine du pays. Voilà, donc une belle exposition. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour collecter tous ces objets et surtout pourquoi? Eh bien, il faut savoir que en fait, le couple est en contact permanent donc, avec la population et donc ils vont réunir ces objets
devenus petit à petit obsolètes parce qu'il faut savoir que ces objets vont être petit à petit remplacés par des articles importés d'Europe. Donc en fait, c'est plus particulièrement Emma qui va s'intéresser à la collecte de ces objets. Parce qu'elle se rend compte, en étant en contact de la population et en faisant toutes ces observations, que, il y a un changement dans la culture. L'arrivée petit à petit des Européens, il y a un changement culturel très important. Et donc, elle se dit qu'il faut collecter ces objets pour le savoir. Et donc ça, c'est une de ses premières motivations. Et il y a une seconde motivation qui est un peu plus pécuniaire. En fait, les revenus d'un pasteur ne sont pas assez élevés pour anticiper, pour permettre de financer leur séjour la mission et puis voilà la mission et puis ils veulent anticiper bien sûr leur retraite en Grande-Bretagne. Donc du coup Emma Hatfield va donc collecter et ces objets et s'arranger avec le Britannic Museum pour les vendre. Donc le musée va donc racheter ces objets et va lui permettre en fait de conserver ces objets, donc de conserver sa collection. Donc le musée rachète les pièces et va donc collecter et préserver cette collection privée. Alors ces objets justement, ils viennent d'où et comment est-ce qu'ils sont revenus ensuite en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, en fait, c'est tout simplement un don en fait de la famille Hatfield à la Nouvelle-Calédonie. Alors, en 2009, c'est pas si loin. C'est plus récent. C'est plus récent. James et Emma, donc le petit-fils de James et Emma, donc a récolté tous ces objets et les a donnés, offerts à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut savoir que voilà, il y avait plus d'une centaine d'objets qui avaient été récoltés et collectés. Et que voilà, les collections ici au musée, les collections des objets des îles Loyauté étaient assez pauvres, donc ça venait enrichir cette collection. Mais je t'en parle un peu comme ça, mais en fait il y a une vraie histoire là-dessous. C'est voilà, en fait la rencontre entre Anna Ivory Hatted, donc un jeune anthropologue britannique, et Douglas Hatfield, donc le petit-fils du révérend James Hatfield, ce jeune étudiant faisait en fait une thèse pour son doctorat sur l'œuvre et la vie de ce couple. Et en prenant contact avec la famille, ils se sont donc aperçus qu'ils avaient énormément d'objets et que ici, en Nouvelle-Calédonie, on en manquait. Donc du coup, à travers leur conversation, le petit-fils a donc pris l'initiative de récolter tous ces objets et de les rassembler, donc de les sortir du musée aussi ceux du musée, et de les offrir à la Nouvelle-Calédonie. Donc en 2009, Rosemary Hatfield, la fille de Douglas, donc la petite-fille de Arthur et l'arrière-petite-fille de James et Emma Hatfield, et donc a accompagné la caisse qui transportait la centaine d'objets ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc maintenant, c'est le musée de Nouvelle-Calédonie qui s'occupe de la conservation de ces objets et de leur valorisation par des expos comme on vient de le voir. Voilà, donc l'expo ça a eu lieu l'année dernière. Nous, on nous a sorti un petit peu ces objets des cartons, mais on peut toujours avoir accès et toujours en profiter. Très bien, merci pour toutes ces infos Camille. Merci Chloé et puis à bientôt. Alors c'est la fin de cette quotidienne, merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain.